Numidia Podcast, le moment d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre. Avec des invités dans le domaine de la santé mentale et physique, du sport et de l'entrepreneuriat. Chaque épisode est un moment unique de découverte, de partage et d'apprentissage. Rejoignez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Fausto, bienvenue. Merci. Comment ça va ? Ça va bien, très bien. Cool. Je suis très content de t'avoir ici et vraiment, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Boire un café avec toi, discuter avec toi parce que je te suis de loin, en parallèle depuis très longtemps parce que j'ai une affinité avec le jiu-jitsu, une énorme affinité. On va en parler avec après le d'ailleurs. Ouais. T'es un facteur de mon début. Enfin, on va en parler après. Ok, d'accord, cool. Et puis, je me suis dit, il faut que je l'invite à l'occasion de l'ouverture de ton académie. J'ai vu ça et j'ai dit, ah là là, il faut vraiment que je mette ça en lumière, que ce soit ça, mais tout ton parcours aussi, qui est extrêmement intéressant, qui me parle à moi, mais je suis sûr qu'il parle à plein de personnes. Mais déjà, j'aimerais un petit peu, si tu peux rapidement parler du jiu-jitsu, ce que c'est pour toi le jiu-jitsu et qu'est-ce que c'est de manière générale, parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas ce que c'est, donc si tu peux présenter brièvement et puis... Alors, jiu-jitsu brésilien, allez, en gros, on pourrait parler pendant des heures d'où ça vient, etc. Mais en gros, c'est un sport de combat. Pour avoir une idée très semblable au judo, donc on utilise du kimono en général. Alors c'est un combat qui commence debout et la spécificité c'est qu'au sol ça continue, contrairement aux autres sports de grappling et un peu comme la gréco-romaine, qu'une fois qu'on est au sol c'est fini. Ici au sol ça continue. Alors on a la possibilité de soumettre, mais il y a aussi des points, on va dire, des contrôles qui donnent des points. Voilà, c'est le sport, on va dire, 1-1 le plus efficace, à mon avis, au monde. Ça a un peu explosé avec l'UFC et le MMA, en fait, parce qu'il y a des athlètes de jiu-jitsu qui se sont mis dedans et qui ont prouvé qu'ils étaient supérieurs, en tout cas au début, dans les années 90, qui étaient supérieurs à d'autres disciplines, comme le karaté, le kempo. À l'époque, l'UFC... pour ceux qui ne connaissent pas, le MMA, c'est les arts martiaux mixtes. C'est ça. Donc, c'est le mélange de plusieurs types d'arts martiaux. Et à l'époque, c'était chacun son style. C'est ça. Sans poids aussi. Donc, c'était tous les poids. Et oui, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'UFC. Je pense que toi aussi. Bien sûr. C'est comme ça que tu as découvert le jiu-jitsu. Et oui, c'est comme ça que j'ai découvert le jiu-jitsu plutôt, pas l'UFC. Beaucoup de gens, en fait, veulent commencer MMA et connaissent le jiu-jitsu et ils tombent amoureux plus du jiu-jitsu que du MMA parce qu'ils se rendent compte des contraintes du MMA. Finalement, le jiu-jitsu, ça. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est une lutte au sol. Et donc, le nom est asiatique, Jiu-Jitsu. C'est toujours complexe. C'est toujours complexe. Alors, on dit c'est du judo, mais c'est quoi le Jiu-Jitsu japonais ? Parce qu'il y a le Jiu-Jitsu japonais. Ça, exactement. Et pourquoi on a appelé ça Jiu-Jitsu brésilien ? Moi, j'ai pas fait mes grosses enquêtes. J'ai jamais lu de livres concernant tout ça. Ouais. Mais il faut savoir que dans le judo, en fait, il y a une partie au sol qui s'appelle le newaza. Ouais. Et il y avait un maître japonais qui a été vivre au Brésil, parce qu'il y a une grosse immigration de Japonais au Brésil, et qui avait un judo très offensif, surtout au niveau du sol. Donc il a développé tout ça, et il a montré cet art à une famille qui s'appelle la fameuse famille Gracie. Et là, ils ont développé, en fait, à partir de ces connaissances, ils ont développé cet art. Et je ne sais pas pourquoi je ne connais pas, en fait, de pourquoi le jiu-jitsu. Oui. Voilà. C'est une partie extrêmement intéressante. C'est clair que quand tu pratiques un art, tu ne vas pas toujours très loin dans l'histoire, surtout si tu es axé sur le côté athlétique, plutôt le côté compétitif, etc.
je pense que aussi ce qu'il faut dire, parce que nous, on va parler beaucoup du côté compétitif plus tard, mais ce qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs, c'est qu'il y a une partie self-défense est pour la vie de tous les jours, bien sûr, qui est importante. Et qui est le début du jiu-jitsu finalement. Le jiu-jitsu au début, c'est que du self-défense et savoir se défendre. Je crois que c'est dans les années 20, années 30, ça commence. Et le jiu-jitsu sportif, c'est venu que années 90. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer, je pense aussi, le fait que la racine du jiu-jitsu, c'est vraiment fait pour des personnes faibles à la base. Donc c'est ce que moi, vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Je te parle de mon expérience personnelle. Bien sûr. Mais ce qui m'a parlé dans le jiu-jitsu, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très maigre. Tu vois, j'avais pas de force. J'étais vraiment, tu vois, je faisais beaucoup de sport d'endurance. Et ce qui m'a parlé dans le jiu-jitsu, c'est ce côté-là où tu peux être très fin, très léger, mais tu peux quand même battre des gars qui sont 10, 15, 20 kilos plus lourds que toi. D'ailleurs, la preuve, désolé de te couper, dans les tournois, il y a une Open Weight Division, l'absolute qu'on dit. Et donc, c'est les catégories de tous les poids confondus, les meilleurs de chaque catégorie qui combattent entre eux. Donc, il y a des gens de 60 kilos qui peuvent battre parfois des gens de 100. Donc, c'est le champion de chaque catégorie. Voilà, en fait, les trois premiers de chaque catégorie qui peuvent s'inscrire en général. Ça dépend, on ne va pas rentrer dans le détail, ça dépend des compètes, ça dépend de la fédé, etc. Et rapidement, on peut passer, pour moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est toi, ta vision du jiu-jitsu. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte aujourd'hui? Voilà, c'est un peu plus personnel. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est quelque chose. J'ai besoin absolument de m'entraîner. En tout cas, si je reste quelques jours sans m'entraîner, je le sens, ma femme le sent, mon entourage le sent. On devient accro. Tous les pratiquants de jiu-jitsu, en tout cas, vous le disent. On prend goût et on devient accro à cette discipline. Alors ça amène tellement de choses. Moi, ça m'a amené tellement de choses. Ça a changé ma vie, surtout quand j'ai été vivre au Brésil et que ça m'a amené de la discipline, savoir où j'allais, la valeur, des valeurs en général, de la fraternité, des connaissances, toujours l'évolution en fait, parce que c'est un art, contrairement, sans critiquer les autres disciplines, loin de là, mais qui est infini et qui évolue encore plus maintenant avec YouTube, la quantité d'informations qu'on reçoit de partout. Déjà, peut-être quand toi, tu avais commencé, il y avait beaucoup moins. C'était une petite cassette ou un petit DVD par-ci, par-là. Et encore. Et alors, on avait un Black Belt là-bas. Alors, on voulait prendre les connaissances. On se rendait compte qu'il n'était pas top. Mais je vais te raconter l'histoire de quand moi, j'ai commencé et les trucs qui se passaient. Mais voilà, donc, c'est un art infini. Et donc, je me nourris constamment de ça. Constamment. Et voilà, en gros... Et c'est un grand outil de développement personnel, je pense. D'ailleurs, on en parlait juste avant, qu'il y a des gens de tous les domaines, de tous les milieux, que ce soit... il y a des médecins, il y a des plombiers, il y a des avocats, il y a de tout dans le milieu du jiu-jitsu. C'est peut-être d'autres arts martiaux ou d'autres disciplines vont attirer d'autres personnes, on va dire. D'autres personnes, oui. Moi, à l'époque où j'ai commencé le jiu-jitsu, c'était différentes écoles, avec différentes techniques. Et chaque école prenait que sa technique était la meilleure. Donc, c'est possible, c'est bien possible. Et en fait, quand tu faisais partie d'une école, tu ne pouvais pas aller rouler, tu ne pouvais pas aller tourner avec d'autres académies. Et c'était interdit. Et si tu faisais ça, ton maître, ton professeur, il pouvait ne plus t'accepter, quoi. C'était trop fermé pour pouvoir
avoir une évolution. Et ce qui a vraiment fait craquer le truc, c'est la bulle Internet, c'est vraiment les réseaux sociaux, la possibilité de voir des techniques d'académie qui sont de l'autre côté de la planète, bien sûr. De champions reconnus, d'avoir ce partage. Et c'est justement ça que je trouve beau, c'est justement, on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment et ça a fait exploser en fait le niveau technique. Parce que je pense que rester chacun de son côté, en fait, ça ferme le truc, quoi. Ça ferme le truc, du coup, on peut moins se partager. Et du coup, en fait, notre art, qui est en fait un art commun, reste fermé. Et du coup, les connaissances, ça évolue pas et on reste avec nos techniques. Et c'est pas bon. Ça, c'est encore une ancienne mentalité. Et maintenant, heureusement, une grande majorité des académies la pratiquent plus. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec ça. Et je pense que, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que oui. C'est un peu ce côté... nous, entre nous, on reste entre nous, tu vois, et on va pas voir ce qui se passe ailleurs parce que, tu vois, peut-être qu'ils vont nous piquer ce qu'on a, peut-être qu'ils vont, tu vois. Et je fais le parallèle un peu avec ça, avec les communautés, tu sais, les minorités en Belgique, tu vois, les Arabes, les Latinos, tu vois, et des fois, il y a ces trucs-là où, par exemple, tu vois, moi, je le ressens, peut-être toi un peu moins, mais je le ressentais à une époque, quand j'étais plus jeune, c'était, tu vois, quand un musulman sortait avec une non-musulmane, bah, c'était pas bien vu. Bien quand sûr. un arabe sortait avec une fille d'Afrique subsaharienne, ben, ça allait pas. Bien sûr, tu bien vois, sûr, et, bien sûr. quand un latino, tu vois, c'est un peu ça. Et je trouve que, justement, dans les arts martiaux, je trouve qu'il y a moins ce côté... parce que j'ai fait plein de sports. Et je trouve que dans les arts martiaux, il n'y a vraiment pas ce côté raciste, entre guillemets. Tu vois, justement, si tu veux apprendre, tu es obligé d'aller, tu vois... puis tu fais le tour du monde aussi. Et ça, c'est un des trucs qui m'a ramené le jiu-jitsu, c'est à faire le tour du monde. J'ai connu des gens de toutes les origines possibles, de partout, de tous les continents. Et peu importe la religion, la couleur, le sexe, n'importe où, on partage cette même passion. C'est ça. Et ça, c'est formidable. C'est un truc, il n'y a pas de couleur, quoi. Et c'est aussi un art martial où je trouve qu'il y a vraiment pas de discrimination aussi de genre. Par exemple, tu vois, moi je me rappelle, il y avait des filles qui venaient s'entraîner avec nous et mon professeur à l'époque, il disait, les gars, c'est des filles, mais ça reste des compétitrices. Donc il faut y aller, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la force, parce qu'elles doivent se préparer. Et donc du coup, en fait, il y a plus cette différence filles-garçons. Bon, évidemment, il y a une différence parce qu'au niveau de la force, à un moment donné, quand un mec qui a la même, on va dire, la même... comment on dit ça? Je perds mes mots. Les mêmes connaissances et tu vois, la même expérience. Qu'une femme, si ça en vient à la force, il aura toujours un peu le dessus. Mais moi, j'ai déjà vu des mecs se faire démonter par des filles, tu vois, qui étaient beaucoup plus expérimentées, plus fortes qu'eux, etc., etc. Donc, c'est vraiment un domaine où je trouve que je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu coaches des filles, d'ailleurs? Moi, je suis absolument pour le jiu-jitsu pour tous. Malheureusement, j'ai déjà eu le problème c'est un sujet assez sensible. Moi, évidemment, tout le monde est bienvenu chez moi. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est un sport. Malheureusement, les sports d'arts martiaux sont quand même dominés par les hommes. Ouais. Et parfois, que ce soit l'endroit, l'équipe, les gens à l'intérieur de l'équipe, parfois ils font ressentir aux femmes, malheureusement,
pas qu'elles sont pas bienvenues, mais tout le cadre fait que elles vont pas revenir. Ah oui. Et ça, c'est super triste, c'est dommage, parce que finalement, le jiu-jitsu, toi qui l'as pratiqué, tu sais à quel point c'est efficace. Oui, surtout pour les pour femmes. Une femme. Même si, c'est sûr, c'est pas en 5-10 cours, ni 1 an. Non, ça va ouais, prendre du sûr. temps. Ça prend du temps, même pour un homme, ça prend du temps à savoir vraiment utiliser le jiu-jitsu. Comme toute bonne chose, ça prend du temps. Bien sûr, bien sûr. Je me suis perdu. Oui, tu disais que c'était malheureusement voilà. Les hommes qui sont là. Ouais, et j'ai eu ce problème plusieurs fois où un homme ne voulait pas faire avec une femme. Et on me l'a clairement dit directement, non, moi je ne fais pas avec des femmes. Alors, à ce moment-là, moi, c'était pas mon académie, c'était pas mon endroit, donc j'ai respecté. Mais c'est un sujet, c'est sensible, c'est assez sensible. Je peux comprendre et en même temps, il y a mes valeurs aussi, il y a les valeurs de l'académie. Et voilà, je pense que c'est il y a tout un truc inclusif. Du sport aussi, du sport en général. On est tous égaux, on vient de le parler, on vient de le dire, c'est un même drapeau pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose clairement que moi, dans mon académie, il n'y aura pas de souci avec ça, ça sera inclusif à 100%. Oui, je pense que c'est vraiment important, d'autant plus, comme tu disais, pour les femmes. C'est vraiment un sport où, je veux dire, plus que la boxe, plus que boxe. Tu vois, c'est vraiment un sport où ce qu'on appelle les sports de corps à corps, tout ce qui est le corps à corps, c'est extrêmement utile pour les femmes, pour pouvoir se défendre, et c'est dommage. C'est vrai que moi, je suis plus au contact de ce sport depuis quelque temps, mais que tu me dises ça, bon, moi, ça me paraît bizarre, parce que c'est pas non plus dans mes valeurs, c'est pas dans... Ouais, ça dépend après les académies, ça dépend les endroits, mais oui, malheureusement. Mais de toute façon, en général, les sports de combat, ça attire plus d'hommes. C'est très masculin, oui, c'est très... masculin, et voilà. Et c'est sûr, vous pouvez parler à n'importe quelle femme, que ce soit ta femme, à un moment de leur vie, elles auront un problème. Ah oui. Ou elles ont eu un problème. Bien sûr. Donc, voilà. Je voulais aussi aborder avec toi un petit peu le côté compétitif, voir par rapport à ça, parce que je sais que ça a beaucoup de... Moi, j'ai tendance à lier, moi qui fais beaucoup de compétitions dans différents sports, je lie beaucoup la compétition avec la vie. C'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Et donc, dans ce contexte-là, et pour faire le parallèle par rapport à ça, la première chose, c'est te poser la question à toi, parce que tu es quand même un compétiteur de très haut niveau. Comment tu te prépares mentalement à une compétition ? Il y a une préparation psychologique, il y a une routine dans laquelle tu te mets. Quand on préparait le podcast, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, écoute Amine, je vais pas être sur les réseaux sociaux, je vais m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux parce que je suis en préparation. Tu es en préparation c'est là, ça. Donc il y a les Worlds dans un mois. Ouais. Il y a les Worlds en Californie où j'ai pu faire mes points, parce que maintenant on a besoin de faire un certain nombre de points pour pouvoir y participer en ceinture noire adulte. Du coup, j'ai fait mes points. Là, les derniers, c'était à Dublin, donc j'ai été premier, ce qui m'a permis de pouvoir y participer. Donc, la préparation, finalement, c'est une préparation qui se fait... J'ai pas une espèce de concentration, de méditation à faire. Je pense que là, ça s'est fait après des années. Je me suis construit avec de l'expérience et tout ça. Et c'est sûr, la préparation, elle se fait c'est tous les jours. C'est tous les jours une pierre, c'est tous les jours aller s'entraîner avec l'équipe de compétition qu'on a ici en Belgique. On s'entraîne tous les matins. Mais quand tu te réveilles tous les matins, t'as le... Je me réveille, je sais ce que je vais faire. Je mange, tout est compté, mon sommeil est compté. Mes repas sont comptés, mes entraînements, mes heures dans la journée, tout est extrêmement bien cadré. Surtout que je suis papa depuis 2 ans, donc encore plus. Encore plus cadré, donc je dois aussi faire une balance entre ma vie professionnelle, ma vie de professeur et ma vie de papa. Et ma vie de couple aussi. Ouais, bien sûr. Donc déjà là, je suis complet. Je suis complet. Parfois, il me faut quelques heures en plus dans la journée. Il me faudrait. Mais
C'est quelque chose qui se travaille, hein. Ça se travaille à l'entraînement aussi. On se met dans des situations extrêmes, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau du temps, il y a plein de façons de s'entraîner. C'est pas juste mettre un timer de 5 minutes et faire des combats. Vous vous mettez dans une situation de stress. Avec du temps, exactement. On doit revenir sur des points, parce que comme j'ai dit, c'est pas que de la soumission. D'ailleurs, en plus, on évolue dans le jiu-jitsu, au moins il y a de soumission. En plus, c'est des points, il y a de la stratégie, il y a plein de choses à prendre en compte. Oui, justement, tu vois, ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai souvent... les gens que je vois qui ont beaucoup de mal à gérer les échéances qu'ils ont. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils doivent faire des présentations pour leur boulot, ils doivent faire des trucs comme ça, ils sont dans le stress, ils dorment pas, ils sont, tu vois, et justement... Je trouve que moi, dans les préparations de compétition que j'ai pu faire, il y a une routine dans laquelle tu te mets. Quand tu sais que tu as ta compétition, tu as ta date, tu sais où elle est, etc., tu te mets dans un état différent. Ton mental change. Bien sûr. Et je pense que ça peut être utile pour des gens... de faire de la compétition une fois dans leur vie pour justement se mettre dans cette situation-là. Bien sûr. Et surtout dans les sports de combat où tu peux vraiment te blesser. Enfin, je veux dire, tu es face à quelqu'un qui te veut pas du bien. Ah, bien sûr. Tu vois, donc... C'est dingue, il te veut pas du bien, mais c'est cette personne qui va te faire évoluer. Donc c'est un ennemi ami. Exact, c'est un ennemi qui te fait évoluer et c'est un truc de fou. C'est ça. Et je pense que aussi, toi, c'est très philosophique ce que tu viens de dire, parce que je pense que au final, cette image que tu as de ton adversaire, en fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'ai adoré dans le jiu-jitsu, c'est le fait que c'est très fair-play. C'est-à-dire qu'après le combat, c'est ok, tu peux discuter avec le gars, bien sûr. Vous vous prenez dans les bras, vous serrez la main. C'est un sport où tu peux quand même finir avec un bras cassé, une jambe cassée, tu vois. Tu peux finir endormi, tu peux, tu vois. Il peut y avoir un accident aussi. Il peut y avoir un accident. Voilà. Et donc, c'est je pense, des situations où tu découvres des choses sur toi aussi. Beaucoup de choses. C'est. Et du côté, le côté, justement, gestion du stress, est-ce que tu ressens le stress Bien sûr, enfin, ça on me le demande souvent. Alors, j'arrive à mieux le gérer qu'avant, ça c'est sûr. Aucune personne qui fait moins de compète. Mais il y a toujours... comme c'est les sports de combat, quand même, on gère pas la finale. On gère pas en fait. Je suis pas, comment dire, maître de mon destin, parce qu'il peut y avoir des gens plus forts, comme tout peut bien se passer. On n'a pas envie de perdre non plus. On s'est préparé, etc. Donc, il y a beaucoup de sacrifices aussi. Il y a beaucoup de sacrifices, bien sûr. Tu parlais de ta famille. Parfois la famille. Moi, j'ai passé presque 3 ans en dehors de la Belgique. Enfin, en dehors de la Belgique, bien plus longtemps. Mais il y a toujours ce petit stress, cette petite boule avant de combattre. Mais elle est nécessaire. Hein. Elle est nécessaire. Et je pense que même l'adversaire devant moi, il l'a aussi. Il n'a pas envie de perdre. Mais tu as appris à l'utiliser de manière positive. Voilà. C'est ça en fait qui m'intéresse, parce que souvent les gens dans la vie, des personnes lambda qui ne sont pas des compétiteurs, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, ils me disent ouais, il faut que j'évite de stresser, je sais qu'il faut que j'évite de stresser, mais en fait ils ne comprennent pas que le stress c'est normal. Bien sûr. Et être stressé, si tu n'es pas stressé, tu ne fais rien dans ta vie. Tu ne te réveilles pas le matin, tu ne sors pas de ton lit. Mais comment utiliser le stress pour le transformer en quelque chose de positif. C'est ça. Je pense que c'est important dans tout. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut des moments de stress et aussi pour savourer
pour savourer le moment après, il faut tout ce travail, il faut tout ce stress, pour savourer ce bonheur, il faut du travail. C'est ça. Et on travaille tellement, je le vois ici, moi, le World, c'est tous les ans, mais imaginons un gars qui fait les Jeux Olympiques. C'est comme Usain Bolt qui dit, je m'entraîne 4 ans pour courir 9 secondes. 9 secondes, ouais. Voilà. Et pour être 10 secondes sur le podium, mais après, c'est fini. Hein. C'est ça. Exact. L'extase que ça nous procure, ça n'a pas de prix. Hein. C'est comme un gars qui a étudié autant et qui reçoit son diplôme. Ou... Il n'y a pas que le sport, il y a dans le business aussi, c'est comme ça. C'est ça. Et surtout quand on fait bien le travail et qu'on ne triche pas dans le sport, de toute façon, il est très difficile. Sauf maintenant, bon, avec les produits, ça, on va en parler. Mais quand c'est fait bien, quand c'est un beau travail et qu'on arrive à cristalliser ça et en plus à gagner, c'est quelque chose qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. Hein. Et toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu noterais l'importance de la discipline dans le sport ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs? Pour tout accomplir, tu parlais tout à l'heure des études, tu parlais du Il faut business. de la discipline, mais parfois il faut savoir sortir la discipline. C'est sûr que si on a envie d'atteindre un certain objectif, un but, il faut une discipline et c'est journalier, c'est tous les jours un peu. S'il y a des gens, alors, ils sont super motivés pendant une semaine, un week-end, même peut-être un mois, et après, c'est fini. Ouais. Et après, ils perdent cette discipline, et ils font « Ah, c'est chiant, finalement. » Mais non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il faut savoir sortir parce qu'il y a des gens autour de soi, soit les amis, la famille, et parfois, il faut savoir sortir, il faut savoir se relaxer aussi. Pas tomber dans l'extrême. Non, On en parlait justement justement, et je l'ai écouté. Oui, avec Michael, qui est mon coach d'ailleurs, un coach physique. Préparation physique. Et on en parlait de ça, de pas tomber en extrême, de trop vouloir trop en faire et de aussi rejeter les gens autour de toi, tu vois, te retrouver vraiment dans un truc... Et je pense qu'il faut l'avoir fait. Limite. Il faut l'avoir fait. Parfois, c'est nécessaire de le faire pendant quelques années et être avec les gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Moi, je l'ai fait. Mais après, il faut savoir en sortir. Ouais. Et avec le Covid, entre autres, il y a beaucoup de gens, que ce soit dans le jiu-jitsu ou dans plein d'autres domaines, qui étaient tellement leur domaine, focus. Après, le Covid est arrivé et on fait quoi et je suis quoi et je fais quoi et au final, on a oublié l'essence, l'essentiel. C'est ça. Hein. Pour moi, c'est important de parler de la discipline parce que je pense que sans discipline, on n'arrive à rien. Je pense que, tu vois, si c'est freestyle tous les jours, ça va pas. Non. Mais si on est trop discipliné et qu'on est trop dans l'extrême, à un moment donné, on n'a plus personne autour de soi. On se réveille le matin et t'es tout seul avec ta discipline. Tu fais quoi, tu vois, c'est un peu... Et c'est fou, désolé de te couper, mais je pense souvent à des génies. Moi, j'ai une femme qui adore, qui écoute de la musique classique, entre autres. Et alors, ma femme, elle est fan de Beethoven, Mozart, Bach et tout ça. Et c'est des génies. Ouais. Je veux dire, c'est des gens, ils ont composé, il y a Beethoven, il a composé sourd. Ouais. Et ses meilleurs chefs-d'œuvre, c'est sourd. Mais c'est des gens qui ont dédié une vie à ça. Une vie entière. Je ne sais même pas si ils ont eu des vies amoureuses, si ils ont eu des enfants. Mais pourtant, ces gens-là ils sont valorisés dans l'histoire. Et tous ces gens, ces grandes personnes de l'histoire de l'humanité, finalement, n'ont pas eu de vie, je pense. Et pourtant, ces gens-là qui sont... C'est eux qui ont construit l'histoire de l'être humain. En fait, et finalement, c'est eux qui ont moins... Ils sont moins relâchés, peut-être. Je sais pas, mais il y a aussi cette ambiguïté entre... Même les grands chefs de guerre, les militaires, les grands politiciens, C'est une vie de politique, c'est une vie de musique, c'est une vie de sport. Ça. Quand tu prends
c'est les plus grands sportifs de haut niveau. C'est des gens qui sont souvent incompris par tous les gens qui sont autour d'eux, parce que si tu es pas, si t'as pas de toute façon, tu peux pas être dans la tête de quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Je veux dire, il y en a, c'est très difficile. Et donc, du coup, c'est souvent des gens qui vont se séparer plusieurs fois, vont avoir plusieurs femmes, bien vont sûr, avoir beaucoup d'enfants, vont avoir beaucoup des trahisons. Très instable à ce niveau-là. Voilà. Et beaucoup d'envie aussi autour d'eux, parce que comme c'est des génies, comme c'est des gens qui sont disciplinés, très peu de gens arrivent à être disciplinés, de plus en plus maintenant. Tu as beaucoup d'envie parce que toi, tu avances, tu crées des choses. Et puis, justement, ça, c'est une chose que je voulais aborder avec toi aussi, c'est les gens envieux dans le milieu du sport, et surtout quand tu commences à développer des choses, quand tu commences à avancer. Est-ce que toi, tu as fait face à ça? Est-ce que tu as ressenti des choses comme ça? Non, personnellement, non. Moi, j'essaie d'avancer avec les gens qui ont envie d'avancer. Je fais pas trop attention à ça. J'essaie de m'entourer de gens qui me veulent du bien, qui veulent du bien pour le sport et qui ont envie d'évoluer. Non, j'essaie d'éviter toute cette énergie, en fait. Ça m'intéresse pas, j'évite. Si les gens sont comme ça et qu'ils restent dans leur état d'esprit, moi, je vais avec les gens qui veulent évoluer et qui veulent faire des bonnes choses. Mais, Et on parlait de ton préparateur physique, Michael. Justement, est-ce que toi, tu penses que... Parce que souvent, je parle avec des combattants et qui, eux... Il y a encore des fois cette mentalité où... ouais, mais la préparation physique... c'est bien, mais c'est pas ce qui fait la différence. C'est pas si important que ça. Tu vois, et même des gars qui sont à un très haut niveau, mettent pas... ça leur est égal, tu vois. Ils vont de temps en temps faire de la muscu. Non, pas du tout. Tu trouves pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout, je pense qu'il faut savoir qu'en jiu-jitsu, il y a un certain nombre de ceintures. On commence par la blanche, bleue, mauve, brune et noire. Au début du parcours, peut-être, si tu veux ne pas faire de muscu, ok. Mais je pense qu'à partir d'un certain niveau, il faut faire la muscu. Il faut, pour éviter les blessures, pour avoir plus de force, pour maintenir aussi la carcasse, je pense. Non, c'est nécessaire. Moi, je le fais depuis la muscu. Depuis ma ceinture mauve, je fais de la muscu. J'ai commencé ça au Brésil, avec les gars de là-bas qui faisaient de la muscu pour se renforcer. Et là, ça fait maintenant plus d'un an, presque un an et demi, que je travaille avec Mika. C'est la première fois finalement que je fais ça avec un professionnel dans le domaine. Parce que, pour plusieurs motifs, parce qu'avant, je voyageais beaucoup, donc j'avais jamais eu de la chance et de la possibilité de pouvoir choisir quelqu'un. Donc je faisais ça avec les potes du jiu-jitsu, on faisait ça, on se mettait à la salle et on commençait à pousser, mais sans avoir un vrai suivi. Et là, je suis vraiment content de travailler avec Mika, je me sens super bien. Il est inspirant lui-même, je pense. C'est une personne très calme, mais c'est une force tranquille, quoi. Vraiment une force tranquille. Voilà, je pense que c'est quelqu'un d'inspirant dans ce qu'il fait. Il m'inspire aussi. C'est drôle parce que je pense que il y a un besoin vraiment de travailler sur ces choses-là qui sont la longévité en sport, ne pas se blesser, être performant aussi au niveau physique, parce qu'il ne faut pas oublier que le jiu-jitsu, on parlait de ça avec Mika, c'est très traumatisant comme sport pour ton corps, et donc il faut avoir la capacité de récupérer correctement. Et souvent, c'est pas pris en considération, mais aussi dans d'autres sports, mais
Mais je pense que ça évolue de plus en plus. Et je le vois parce que je le vois dans les entraînements aussi. Des combattants, je vois des choses que les combattants font aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas il y a 10 ans. Ouais, bien sûr. Mais c'est une science aussi, hein, c'est une science qui évolue. Et je me dis, c'est cool parce que ça se voit qu'ils sont entraînés par des gens qui sont compétents, ça se voit qu'ils sont entraînés, voilà, c'est top. Et ça montre que c'est un sport qui a évolué aussi. Parce que c'est un sport qui évolue pas, il n'y a pas besoin de préparation physique parce que les intensités ne sont pas là, et le nombre de compétitions n'est pas suffisant, tu vois, mais si tu enchaînes des compétitions comme ça, tu es obligé d'être vraiment physiquement apte. Et toi... Et pas en faire trop non plus. Si t'en fais trop, tu te casses. Il faut trouver un certain équilibre. On a envie d'en faire trop. Mais en faire trop, c'est pas bon. Ouais, c'est pas simple. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup par rapport à toi et qui m'a fait plaisir quand j'ai vu que tu as ouvert ton académie. C'est le fait que t'es pas né ici. Que tu es... Attention, non, moi je suis né ici, mais je suis parti très jeune en fait. C'est ton frère qui est... Non, on est tous nés ici. Moi je suis parti très jeune d'ici, je suis parti à 3 ans. Ok. Où je ne l'ai même pas senti le changement. T'as pas grandi ici. Voilà, c'est mon enfance, je l'ai fait en Uruguay, moi je suis uruguayen. D'accord. Jusqu'à mes 13 ans. Voilà. D'accord, donc de 3 à 13 ans. De 3 à 13 ans. Mon enfance, clairement mon enfance, je l'ai faite là-bas. Jusqu'à ton adolescence. Oui, début de l'adolescence, j'ai tout fait ici jusqu'à 24. Hein. Et après, 24, je reviens en Amérique du Sud, je vais vivre en Uruguay, et d'Uruguay, je monte au Brésil, à São Paulo. Et là, je reste presque 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui t'a motivé à aller au Brésil, c'est le jiu-jitsu, à la base? Oui, clairement. Clairement, parce que moi, j'étais dans une phase de ma vie, je ne sais pas si on va en parler maintenant. Si, tu peux, écoute, le débat est ouvert. C'est pas... Donc, 24 ans, j'étais dans une phase... J'avais arrêté mes études supérieures. Moi, j'avais étudié l'art, donc tout ce qui est design graphique, publicité, tout ça. J'étais dans une phase où j'avais envie de retourner en Uruguay, en Amérique du Sud. J'étais parti à 13 ans. T'es fort attaché à tes... Voilà, oui, bien sûr. Moi, je suis clairement moitié-moitié. On avait une maison là-bas, donc je me suis dit, je vais me lancer là-bas. Je vais voir. J'avais un frère là-bas. Du coup, là-bas aussi, j'étais une phase un peu bizarre de ma vie, 24 ans, on ne sait pas trop quoi faire, en tout cas moi. J'avais déjà commencé le jiu-jitsu ici en Belgique. Et j'avais eu la possibilité d'aller au Brésil. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je me suis lancé au Brésil, d'abord 2 mois juste pour voir l'expérience. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Et ça, après, je suis retourné chez Cicero. Chez Cicero, à São Paulo, c'est ça. Donc j'y suis resté 2 mois d'abord. Dans une maison, il y avait... c'était la folie. Hein. C'était 9 athlètes par chambre. Non, c'est inhumain. Il y a peu de gens qui osaient aller là finalement. Moi, je me suis dit non, moi j'ai envie de vivre ça. Mais après 2 mois, j'ai fait non, c'est bon. De toute façon, l'objectif c'était rester 2 mois, retourner en Uruguay. Et après, je suis retourné là-bas. Après, il y a plein de gens qui m'avaient motivé à aller en Uruguay, à aller au Brésil pour vivre ça. J'avais eu des contacts aussi. Voilà. Et après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. Je suis resté 6 mois. Après, j'ai fait carrément une résidence permanente. J'avais ma carte d'identité brésilienne. Ouais, là, j'ai fait mes tournois là-bas. Je m'entraînais. Là, je vivais 100% jiu-jitsu avec des gens qui vivaient 100% de jiu-jitsu. C'était 2 entraînements par jour. Là, c'était la secte, là. On parle de la secte. Oh, mon reste. C'est jiu-jitsu matin, midi, soir. C'est ça. On parle de jiu-jitsu, on parle de rien d'autre, limite. Ce qui est bien pour évoluer, moi, ça m'a fait décoller. Ça m'a fait décoller en jiu-jitsu, dans mon niveau, dans mon mental, dans plein de choses. Je faisais minimum une compète par mois. C'était entraînement le matin, entraînement matin, drill, donc que des positionnements vers 2 heures, et après l'entraînement du soir, et parfois la muscu au lieu de l'entraînement du soir, donc c'était 3 entraînements par jour, toute la semaine, sauf le vendredi. Voilà. Et si le week-end j'avais la compète, je faisais ma compète, sinon je m'entraînais samedi. Et oui, moi à l'époque...
On disait même que c'était plus dur de faire les nationaux au Brésil que de faire les Worlds. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la ceinture. Ça dépend de la ceinture, mais c'est sûr que là, c'est justement les nationales, le championnat brésilien, c'est ce week-end. Là, c'est maintenant. Il y a des athlètes belges qui ont été d'ailleurs. Il fallait faire 7 combats pour arriver à la finale. Donc 7 combats en sachant que voilà, c'est par poule. Donc c'est quart, c'est 8e, quart, semi-finale. Donc 7, ça veut dire qu'il y avait 140 athlètes pour une catégorie dans un point. En ceinture bleue, 69 ou 77, ils sont 120, 130, 140. Ouais. Bah, moi d'ailleurs, je l'ai fait en ceinture mauve, 88 kilos, j'ai fait 4 combats et j'ai pas fait de podium. Ouais, ça arrive. J'ai un copain, il avait fait 5 combats, il n'a pas fait de podium en ceinture bleue. Bah après, c'est le pays du jiu-jitsu. C'est le pays du jiu-jitsu. Et les gens, ils ont faim, ils ont envie de montrer que... Et puis, il y a de plus en plus d'argent, donc ça motive aussi, parce que c'est des pays où c'est pas facile, la vie est pas facile, donc c'est une porte de sortie aussi pour beaucoup. Évidemment. Je connais beaucoup de gens qui, grâce au jiu-jitsu, venaient de très bas, on va dire. Et que grâce au jiu-jitsu, ils sont aux États-Unis, en Australie, en Suisse. Il faut aussi expliquer que très bas au Brésil, c'est pas très bas en Belgique. Ah non, pas du tout. c'est d'autres réalités. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Et moi, le fait d'avoir vécu là-bas, d'avoir connu ces gens-là, ça m'a aussi mis dans un... Même si je suis sud-américain, mais l'Uruguay, heureusement, est un pays plus petit, avec moins d'habitants, et qui se porte quand même un peu mieux à ce niveau-là, même si le Brésil est un pays très riche, extrêmement riche, avec des gens qui ont beaucoup d'argent, mais encore le niveau, la différence entre les deux. Notre caméraman d'origine indienne qui peut nous dire, en Inde, c'est pareil. En Inde, c'est pire encore. C'est encore pire, Mais donc voilà, j'ai vu une réalité, j'ai vu des gens qui venaient très bas et qui avaient cette rage de vaincre et qui ont réussi. Donc moi, en tant que j'avais mon petit passeport européen, avec mon petit confort, je pouvais pas. Moi, je suis un privilégié, je suis béni. C'est clair. On est béni de pouvoir voyager où je veux, d'aller dans les pays où je veux. Enfin, c'est sûr d'avoir un soutien malgré tout. Voilà, j'ai des tantes ici, Tu as toujours une roue de secours. Voilà. Mais je l'ai beaucoup senti ça. Il y a une année où il y avait un des gars qui voulait faire un crowdfunding en fait au Brésil. Donc il voulait un crowdfunding, donc c'est faire une bourse d'argent en fait pour pouvoir voyager. Après moi je me suis dit avec tous les contacts que j'ai en Belgique, moi j'étais au Brésil à l'époque, je me suis dit j'ai pas un bal, mais j'ai envie d'aller faire les mondiaux aux États-Unis. Pourquoi pas moi faire un crowdfunding finalement? Et j'ai fait un crowdfunding, je suis vite arrivé à la somme voulue. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de soutien ici en Europe. Et cette personne au Brésil n'avait même pas réussi à... Voilà, c'est la valeur de l'argent aussi là-bas n'est pas la même. Oui, bien sûr. C'est clair. 50 € là-bas, c'est pas 50 € ici. Donc là aussi, j'ai vu la chance que j'avais à ce niveau-là. J'avais pas besoin de visa pour voyager aux États-Unis. C'est que les Brésiliens, ils ont besoin d'un visa. Alors, il y en a qui sont reniés à chaque fois pour aucun motif. C'est une sélection. C'est une sélection. Ça dépend. Tu as un rendez-vous, tu dois payer autant. Et non, tu n'y vas pas. Tu payes et c'est pas garanti. Non, denied. Alors, une fois, 2 fois, il y a des gens, ils ont été bannis 4 fois. Enfin, reniés 4-5 fois. C'est horrible. C'est désespérant pour un athlète qui a envie d'aller plus loin. Parce que malheureusement, les gros tournois, 2 des plus gros tournois, que ce soit le Pan Am, c'est le World, c'est là-bas. Et une fois, si tu as envie de décoller, il faut que tu fasses le plus grand tournoi. Bien sûr, parce que tu peux avoir un niveau incroyable et si tu fais pas les... Si tu restes dans ton petit coin, il faut voyager, il faut bouger. C'est clair. Et un sujet sur lequel aussi je voulais parler avec toi, c'était parce que c'est, je pense, quelque chose qui est important. Tu as ouvert ton académie. Je pense que la transmission du savoir et de l'expérience, quelle est ta relation, toi, par rapport à ça et les futures générations
Donc, déjà, par rapport à ça, la transmission, c'est quelque chose que j'apprends. J'apprends encore maintenant, parce que quand je me suis focus beaucoup sur moi-même, sur mon apprentissage, sur mes connaissances, sur moi, qu'à la fin, je suis sorti de là et je me suis rendu compte finalement que je ne savais pas spécialement donner un cours. Malgré toutes les connaissances que j'avais en moi, maintenant, ok, et pourquoi ça, et pourquoi cela? Et alors, j'ai des élèves, et pourquoi? Et alors, je me retrouve là, mais pourquoi? Ouais, mais en fait, ils me font aussi travailler à ce niveau-là. Et là, ça fait déjà quelques années, ça fait 2-3 ans que je donne cours. Voilà, je me suis un peu relaxé par rapport à ça. Mais c'est quelque chose que j'apprends constamment. Ouais. Je reviens toujours avec cette phrase, parce qu'on est bon athlète, qu'on est bon coach. Bien sûr. Et vice-versa. Il faut savoir enseigner. Moi, je connais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je connais beaucoup d'athlètes de haut niveau qui veulent pas donner cours, qui disent ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, je préfère pas le faire. Il y en a qui essayent puis ils arrêtent parce qu'ils se disent en fait je sais pas donner cours. Non, ça s'apprend. Et justement, il y a beaucoup de gens qui vont chez des athlètes de haut niveau pour apprendre et ils avancent pas parce que c'est compliqué. Parce que des fois, apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut le temps, il faut la patience, il faut comprendre que les gens, ils apprennent pas à la même vitesse que toi. Exact. Et ils ont pas le même temps que toi. Parfois, moi, j'ai envie qu'ils sachent tout ce que moi je sais. Mais finalement, c'est pas possible. Ils doivent passer beaucoup de temps. Et un jour, on pourra faire comme dans Matrix, tu sais, brancher un truc dans ton cerveau et t'apprends le jiu-jitsu en une demi-heure, tu vois. À fond. Et c'est vrai, c'est compliqué. Parfois, ça me frustre. Parce que je me dis, allez, non, mais il faut qu'ils sachent. Ça me frustre, ça m'arrive, Ouais, c'est très comparable dans tous les métiers où tu dois enseigner quelque chose. Tu deviens un professeur, en fait, tu te rends compte qu'il y a surtout quand tu considères que toi, ça a été naturel pour toi, ou normal, ou entre guillemets, ça n'a pas été hyper difficile, surtout quand tu as commencé jeune comme toi. Il y en a qui ont commencé encore plus jeunes. Oui, moi j'ai commencé, ça on peut en parler, moi j'ai commencé relativement tard par rapport à d'autres athlètes. Il faut savoir, moi j'ai commencé jiu-jitsu à 21, 22. 22 qui est relativement tard. Et en général, la moyenne, c'est... Enfin, la moyenne, pourquoi? La moyenne, il n'y a pas de moyenne. Mais la moyenne, on va dire, d'un champion mondial en ceinture noire, qui commence, il y avait une statistique dans un site internet de jiu-jitsu. C'était la moyenne, je crois que c'était 14-15 ans. Le bon âge pour être champion du monde en ceinture noire. Après, il y a toujours des exceptions qui commençaient à 18. Il y a quelques exceptions qui ont commencé à 22, 21. Comme Cobrinha, c'est une... Cobrinha. Mais avant, les gens ont commencé plus tard. J'ai l'impression que c'est vraiment devenu quelque chose de... Il y a une période où tu avais des gamins qui arrivaient et choquaient tout le monde. Et ils avaient 18 ans, 19 ans, tu vois. Et tu vois, quand il y a eu les frères Miao qui sont arrivés... ils ont commencé à 17, par contre. Ouais, et tout le monde était choqué, tu vois. Et pourtant, ils n'ont pas commencé si tôt que ça. Non, ils n'ont pas commencé si tôt, mais ils se sont focus très rapidement. Et en fait, c'est ce que j'ai eu en allant au Brésil, c'est que je suis quand même un peu... J'étais largement le plus âgé de l'endroit où j'habitais. Même mon groupe d'entraînement, j'étais presque le plus âgé. J'avais 25 ans quand j'étais au Brésil. Tout le reste avait entre 16 et 22 maximum. Donc je me suis dit, ok, maintenant je suis ici, j'ai plus de temps à perdre. Il faut que j'avance. Il faut que je m'entraîne un max. Et... pour un peu rattraper ce temps perdu, entre guillemets, parce que, bon, ce que j'ai fait avant, c'est pas du temps perdu, je regrette rien, absolument rien. Mais ouais. Et est-ce que tu penses que il y a des valeurs que tu aimerais transmettre, bon, évidemment à tous tes élèves, mais je pense que les jeunes générations... oui. restent quand même importantes. Moi, je le ressens, en plus je prends de l'âge.
je sais pas quel âge t'as, toi, d'ailleurs. Moi, j'ai 32 maintenant. 32, ouais, on a quasiment... on a 4 ans. Ouais, 4 ans. la génération de mon frère, toi. Ouais, 4 ans de différence. Donc, ouais, c'est la même génération. Bah oui. C'est en 87, hein. D'ailleurs, oui, 87. Bah, voilà, on a commencé... toi, ton frère et moi, on a commencé quasiment en même temps. C'est ça, et en fait, c'est ce que je voulais... Désolé, je te coupe, on fait une petite parenthèse. C'est qu'en fait, c'est plus ou moins grâce à toi, parce que toi, tu as motivé un peu mon frère, que lui, il m'a motivé. Ouais. En fait, mon frère a fait du rugby pendant un petit temps, il s'est cassé le tibia. C'est là où je l'ai rencontré. En fait, il a été faire la muscu, je raconte vite fait, il a été faire la muscu, tu faisais du jiu-jitsu sur un tatami, tu l'as motivé, il m'a motivé. Tu m'as motivé. Indirectement, tu vois. Et puis la boucle est bouclée parce qu'on revient. Et on revient, on est là. On est assis. La vie. Sauf que moi, je suis passé black belt et toi, t'es encore blue belt. Ça le va. Celle-là. Celle-là, je la retiens. Voilà. On en reparlera quand je serai black belt. Ouais, voilà, je vais mettre temps, hein. Non, mais de toute façon, c'est pas une idée que j'ai abandonnée. C'est pas quelque chose que j'ai abandonné. Le classique exemple, c'est arrêté à la blue belt. Oui. À beaucoup de gens, c'est un cap comme ça où les gens ils prennent la blue belt et il y a un truc qui se fait, qu'ils arrêtent. Mais première ceinture, ils s'arrêtent. Moi, ça a été une expérience un peu spéciale avec le jiu-jitsu parce que c'est vraiment un sport qui a été pour moi un retour aux arts martiaux. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le sport avec les arts martiaux. J'avais 4 ans. Quand j'ai commencé le sport, c'est parce que j'étais hyper actif quand j'étais petit. Et donc le médecin a dit à mes parents, soit les médicaments, soit le sport. À vous de voir. Le choix est vite fait. Et mon père, il a dit non. Et il avait un ami à lui qui était prof à l'époque de Kung Fu. Moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Et donc, je suis arrivé à l'âge de 14 ans ici. Ah, ok. Donc, c'est pour ça que ton histoire me parle un petit peu, parce qu'on est très similaires là-dedans. Et donc, mon père m'a mis dans ce truc. Et en fait, le suivant, le plus âgé derrière moi, il avait 16 ans. Donc, moi, j'avais 4 ans. Tu vois, il n'y avait personne de mon âge dans le dojo. C'est le frère-oncle. Moi, j'ai un frère comme ça qui a 12 ans en plus. Et en fait, le plus âgé, dans le dojo, c'était le plus vieux, quoi, tu vois, le plus jeune avant moi, tu vois. Et donc, moi, j'avais personne de mon âge avec qui m'entraînait. Et donc, quand j'ai commencé, le prof, il me mettait à faire des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que les autres faisaient, tu vois. Donc, moi, je devais faire des trucs. Et donc, en fait, après, j'ai fait plein de sports, différents sports, tous en compétition, tu vois. Pour la petite idée, donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans le Kung Fu, et à l'âge de 8 ans, je donnais déjà cours à des gens de 20 ans. Ok. Tu vois. Parce que c'est comme ça, en fait, les plus anciens, ils donnent cours aux nouveaux. Donc, il y avait des gens de 20 ans qui venaient s'inscrire. Et moi, j'étais plus ancien qu'eux, donc moi, j'étais responsable de leur donner cours. Okay. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai appris à être professeur très, très tôt, en fait. Donc, on te met là, on te dit, OK, t'as 8 ans, on s'en fout. Ta responsabilité, si tu prends un groupe, tu leur donnes cours. Mais ça t'apprend aussi l'humilité quand t'as 20 ans et t'as un gamin de 8 ans qui te donne cours, mais qui fait des trucs que t'as jamais vu de ta vie, tu vois. Enfin, moi, à 8 ans, je faisais le grand écart entre deux chaises comme Van Damme. Enfin, tu vois, c'était... Et donc, fast forward, on avance dans la vie et je fais plein de trucs et tout. Et puis, j'arrête le football à 19 ans, 19-20 ans, et je sais pas qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et donc, je me dis, bon... Tu vois, j'ai envie de faire un sport, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je regardais l'UFC depuis un moment, et ça m'inspirait trop. Je voulais faire sport. Et j'avais fait de la boxe, que j'aimais bien, mais c'était pas mon délire. Je ramassais trop de coups. Ouais, tu tapes dans un sac, tu te défoules pas vraiment. C'est ça, tu vois. Et donc après, j'ai découvert le jiu-jitsu grâce à un gars que j'ai rencontré, un ami en commun qu'on a avec ton frère, Mathieu. Et qui me dit, écoute, moi je fais du jiu-jitsu brésilien, est-ce que ça t'intéresse ? Moi je lui dis, ouais, je suis préparateur physique, est-ce que ça t'intéresse ? Il me dit, ok, viens, je t'entraîne. On fait un échange. Okay. Et lui, il était violette à l'époque. Ouais. Et il me dit, écoute, viens, on s'entraîne comme ça, je t'apprends des techniques, tu vois si ça te plaît. Et c'était au truc fitness, là. Voilà, c'était à la salle. Et donc, on commence. Et puis progressivement, moi, je croise des gars que je trouve avec qui j'ai un bon feeling. Je dis, écoute, viens, c'est chouette, on s'entraîne.
Et donc, de 2, on est passé à 4. De 4, on est passé à 6. Et puis, le gars m'a dit, écoute, viens à mon académie, je te présente mon prof. Et de là, on est parti avec ton frère. Et on a commencé à l'époque où c'était les frères, c'était frères Zentner. Les frères Zentner, voilà. Et on était à Neder-Overbeek. On a commencé là-bas. Et puis on a vite, la vie a fait qu'on on voulait plus s'entraîner là. Et puis on est parti chez Alexandre Esperon à l'XTC. Ouais. Et en fait, là, moi, je m'entraînais plus que ton frère. Je m'entraînais énormément. J'étais vraiment, tu vois, facilement, je m'entraînais 4 à 5 heures par jour. Tu vois. Je faisais 2 heures le matin. Accro, quoi. 2 heures l'après-midi. Accro, là. Je suis devenu accro. Et moi, j'étais très compétitif, donc il fallait que je fasse de la compète, tu vois. Et donc, je suis le premier à avoir fait les compétitions. J'ai commencé les compétitions, je suis parti, j'ai préparé les championnats d'Europe. Machin et tout, et après moi en parallèle j'avais ma vie, donc il fallait que je me développe aussi côté de ma vie. Je voulais ouvrir une salle à moi et j'avais l'illusion que je pouvais continuer à m'entraîner de la même manière tout en ayant une structure, Je suis en plein dedans. Voilà. Et donc en fait c'est là où moi j'ai dû faire un choix, dire soit je continue à faire ce que je fais mais jamais je pourrais évoluer, soit je mets un truc de côté et j'y retourne après, quoi. Et en avançant, tu vois, chose après chose, j'ai mis un petit peu de côté le jiu-jitsu, mais c'est toujours dans ma tête, c'est toujours tes priorités, je suis toujours voilà, j'ai mis mes priorités, mais j'y retournerai un jour ou l'autre parce que c'est vraiment quelque chose qui me, et grâce à Dieu, je suis encore en bonne santé, physiquement je suis bien, donc c'est pas quelque chose que je peux pas faire, tu vois, plus tard. Surtout que j'ai des bases, donc j'ai des bonnes bases en plus, donc je peux vite reprendre la main. J'en ai refait de temps en temps, je suis reparti à l'XTC, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai plein de monde, dont ton frère qui me dit viens avec moi, viens on se mais tu as aussi toujours cette appréhension parce que tu as tes potes avec qui tu as commencé où tu étais plus fort qu'eux et tu te dis ils vont me tu vois, ça, il faut passer par là. Et tu dois un peu mettre ton ego de côté, te dire bon, c'est pas grave, j'y vais, je m'en fous. Ça, c'est tu le plus vois, dur. voilà. Quand tu t'arrêtes là, revenir, et les autres, ils ont évolué, ils sont encore chauds. C'est ça. Moi, j'ai ça avec les gars de l'entraînement de compétition. Parfois, je m'entraîne pas. Enfin, je sais pas, je pars 10 jours en vacances, je reviens, ils sont entraînés comme des malades. Ça va être chaud. Ou inversement, parfois, moi, je me suis entraîné comme un malade. Il y en a un, il est parti pendant 2 semaines, il revient, il le sent. C'est clair. Il le sent. Pour revenir par rapport aux générations, que tu disais, c'est une question que j'ai pas répondu. Là, on a un groupe de compétition, en fait, qui voyage pas mal. Chacun voyage. Parfois, on voyage ensemble, parfois chacun de son côté. Et en fait, on montre à la jeunesse belge, en tout cas ceux qui font du jiu-jitsu en Belgique, parfois même en Europe, qu'en fait, c'est possible. C'est possible de voyager, c'est possible d'avoir des bons résultats même en s'entraînant ici. Donc, les générations, même les enfants, là, j'ai travaillé dans un projet qui s'appelle BBJJA. Donc, les petits, ils voient que c'est possible. Ils voient que ça les fait rêver quand ils nous voient, je sais pas, à Abu Dhabi, quand ils nous voient en Californie, quand ils nous voient à Rome. Et encore plus faire des résultats. Donc, ça, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On se dit toujours que quand on vient d'un petit pays, en tout cas par rapport à ces disciplines, c'est trop difficile, il n'y a pas moyen, le niveau est trop haut, les Brésiliens ils sont trop loin, les Américains aussi, il y a toujours des excuses, parfois au niveau du c'est trop cher aller là-bas, etc. Et finalement il y a toujours moyen. Ça dépend. Et là on le sent, là ça fait quelques années qu'on est ici. Je pense qu'après le Covid, je sais pas, c'est un sentiment, mais on a un super bon groupe de compétition. Chacun vient d'une autre académie en plus. C'est grâce au Covid. Alors, les bonnes choses du Covid, c'est qu'on a dû s'adapter.
Et on a fait un super groupe humain, en fait, de plusieurs académies, en général à Bruxelles. Et le soir, chacun va dans son académie, donc on est en train de faire comme une toile comme ça qui se répand dans toutes les académies de Bruxelles, même au niveau que ce soit des connaissances, de la motivation, de tout. C'est en train de donner une super chouette énergie. D'ailleurs, là, il y a un groupe de Belges qui ont été au championnat brésilien. Mm-hmm. Et ça, c'est assez... Je sais pas, ils sont combien? Je crois qu'ils sont une petite dizaine quand même. Et ça, c'est assez historique, on va dire. Ouais. Là, on va aller au World aussi. C'est un beau groupe qui va aller au World. Avant, il n'y avait pas de Belges. Oui. Je pense, en toute humilité, je crois que je suis le premier Belge en ceinture noire adulte qui va aller au World, là. Ouais. Parce que là, je combats en tant que Belge au World. J'ai fait un bon résultat au World Pro là, à Abu Dhabi, où j'ai perdu ma finale en adulte. Du coup, ça, je sais que ça motive. Ça motive même mes partenaires d'entraînement qui voient, waouh, c'est possible. On a eu un champion mondial en ceinture bleue il y a 1 an ou 2 avec José Steve, super bon athlète. Florian qui a fait champion mondial à Abu Dhabi au World Pro aussi en ceinture brune, qui a battu un Brésilien qui l'avait déjà battu. Donc c'est... Et il venait de perdre aussi 2 finales au World Pro. Et à la 3e, il a gagné. Donc... Ouais. Et toi, est-ce que tu... Ça motive. On a parlé des futures générations. Qu'est-ce que toi, de ton expérience, tu retiens? Parce que ça fait maintenant presque 10 ans, plus de 10 ans que tu fais du jiu-jitsu. C'est ça. De ton expérience de vie, pas juste de jiu-jitsu, ce que tu conseillerais le plus, on va dire s'il y a un conseil que tu dois donner aux jeunes qui voudraient avoir ton niveau, ou même plus que ton niveau à toi. Clairement, s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des gens qui... Parce que faire ça tout seul et rester dans sa bulle, c'est pas une bonne idée. S'entourer des bonnes personnes pour évoluer plus vite, si on a envie d'évoluer plus vite, s'entourer des bonnes personnes et voyager peut-être, oui. Voyager, ça sortir de sa zone de confort un petit clairement, peu. Oui. Moi, m'être entouré de gens qui vivaient que de ça m'a... Top. Ça arrive souvent que alors il y a un compétiteur dans toute l'académie, un ou deux, et alors il se motive un peu à 2, et il y en a un qui laisse. Et se motiver tout seul, c'est difficile. C'est difficile. Et si on voudrait te contacter pour apprendre du jiu-jitsu, on peut te contacter via ta page Instagram. Bien sûr, alors j'ai 2 Instagram, comme tu dis, j'ai mon studio, Académie. Oui. Alors, tu parles d'Académie, mais il s'appelle Studio 88. Oui. C'est simple, parce que le numéro de la maison, c'était 88. J'ai bien aimé les 2 infinis. J'ai fait, Studio 88, pourquoi pas. Au début, c'était cours privés. Maintenant, je fais des cours réduits, en fait, de maximum 9 personnes, parce que l'espace ne le permet pas non plus. Et finalement, ça reste aussi très cosy. Enfin, les informations passent mieux. Il y a plus d'attention. Et ça, c'est via Instagram. C'est studio_88_jiu-jitsu. Okay. Sinon, il y a ma page Instagram d'athlète. C'est Fausto_BJJ. Parfait. Est-ce qu'il y a un site internet? Pas encore? Il y a une plateforme que je travaille qui s'appelle Gymdesk, et ça c'est via Studio, mais ça il y a le lien sur la page Instagram. Ouais, sur la page Insta. Ok. Est-ce que tu as une chaîne YouTube pour les techniques? Non, pas encore. Ça, j'ai tellement de choses à faire. Je suis super impatient de tout faire. Là, je suis focus sur le tournoi. Donc, une chose à la fois. Voilà, je me focus sur ça. Sinon, je perds le focus. Et finalement, je préfère me focus sur un bon truc. Cool, super. Et après, oui, j'ai plein de projets là, par rapport à l'académie. Et ton académie, c'est pour tout le monde? C'est plus pour les compétiteurs? Non, pas du tout. C'est pour tout le monde, c'est tous les niveaux. Donc, j'ai des cours fondamentaux, des cours avancés, des cours pour tous les niveaux. Cool. Et tout le monde est bienvenu, comme j'ai cru comprendre au début. Tout le monde est bienvenu chez toi. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas beaucoup c'est tous les jours. Il y a un cours tous les jours. Mais bon, mon objectif, c'est clairement faire une école de jiu-jitsu qui propose des horaires toute la journée. Bien sûr, pour tous les âges, pour tout le monde. À la brésilienne, quoi.
Plus à l'américaine. À l'américaine, ok, d'accord. Plus à l'américaine, ouais. Ok, cool, top. Bah, super. Merci en tout cas encore, Fausto, d'être venu. Est-ce que toi, tu as quelque chose dont tu veux parler, un truc encore qu'on n'a pas abordé? Il y a beaucoup de choses. J'ai pas un truc en tête spécialement. Ouais. Bah, d'abord, te remercier évidemment, Avec plaisir. Avec plaisir. Et sache que tu es un des gars qui m'a fait débuter. Donc, indirectement, t'es une des premières pierres en fait du truc, même si tu le savais plus ou moins ou pas. Ou écoute, j'avais une idée parce que ton frère, en fait, à l'époque, quand tu étais ceinture blanche, ton frère m'a dit mon frère est dans telle académie, il a commencé Jiu-Jitsu, mais voilà, il n'est pas encore à fond dedans, et tu vois, machin, et je lui disais, il me disait, ouais, j'aimerais bien aller là-bas de temps en temps, mais on ne pouvait pas à l'époque parce qu'il y avait encore cette mentalité, truc. Et moi aussi, je voulais venir là où tu étais à l'époque. Voilà, et bon, après, la vie est passée, mais je ne le savais pas aussi clairement. Donc, non, ouais, voilà. C'est clairement... Après, voilà, moi, c'était un plaisir de... Moi, je suis toujours dans le partage. Donc, à chaque fois que je peux partager, parce que je trouve qu'on apprend en partageant aussi. Évidemment. Je suis toujours dans le partage. Ton frère, c'est quelqu'un où on a énormément de connexions. On est très, très connectés. Même si on ne se voit plus beaucoup maintenant, on reste, quand on se croise, c'est comme si on s'était vu hier, quoi, tu vois. Ouais, c'est avec plaisir. Moi, je suis pour pousser un petit peu les gars comme toi qui entreprennent, qui sont vraiment spécialistes dans ce qu'ils font et qui sont vraiment, tu vois, qui tiennent le coup sur des années, qui poursuivent leur voie et qui lient aussi, parce que souvent on dit ouais, mais il fait que ça dans sa vie. Ben non, il fait pas que ça. Donc tu vois, ça c'est aussi un exemple de pouvoir justement faire lier une vie de famille à être professeur, être athlète de haut niveau, et voilà, c'est ce qu'on appelle les high achievers en anglais. C'est les gens qui arrivent à être, on va dire, performants dans tous les en tout cas, qui essayent le plus possible d'être performants. Ouais, j'essaye. Pas toujours facile de tout gérer. On demandera à ta femme. Mais j'aime ça. Je fais ce que j'aime, je suis avec la personne que j'aime, j'ai un enfant, une famille que j'aime, et ouais, super, ça c'est la base. Alors il y a une chose que je demande à la fin de chaque podcast. Bien sûr. Si tu veux, tu participes. Si tu veux pas, tu me dis écoute, moi c'est pas mon truc. C'est quoi Il y a deux choses. Donc il y a une phrase qui te parle à toi et qui, tu vois, quelque chose qui, on va dire, un leitmotiv, quelque chose qui... Moi, une petite phrase. En fait, j'étais une fois à un tournoi au Canada. C'était dans une université. C'était dans le campus universitaire. Alors on m'avait fait la photo et derrière, il y avait écrit « Dream Big ». Et c'est un hashtag que j'utilise même parfois sur Instagram. Je me dis « Dream Big », genre, voilà, rêver grand. Ouais. Et toujours rêver grand et essayer de réaliser. Évidemment, dans le moyen dans ce qui est possible, pas rêver grand, des trucs impossibles, mais arriver de construire step by step. Voilà, moi, c'est deux mots. Rêve grand, dream super, big. Magnifique. Rêve grand et voilà. Après, il y a plein d'autres phrases que j'aime bien. Il y a des petites phrases bateau à 2 balles. Enfin, je les ai pas en tête là, mais... Bien sûr, oui, écoute, ces deux mots, voilà. C'est court, précis. Voilà, ouais. Super. Et alors, est-ce qu'il y a un livre, quelque chose dans ta vie qui t'a... On va dire qu'un livre que tu pourrais relire à nouveau sans... Moi, le livre, j'ai entendu ton podcast avec Mika. Elle dit, t'as cité plein de livres. Moi, je ne suis pas un lecteur. Il y a des grands lecteurs, il y en a qui sont moins. Mais je suis moins lecteur. Ça m'arrive de lire certains trucs, mais je finis presque jamais les livres. Je les commence, je suis presque à la fin, je ne les finis pas. Je suis vraiment pas un grand lecteur. Là, le dernier que j'ai lu, c'est un élève à moi qui me l'a prêté.
c'est le régime Gracie, parce que je suis en train de suivre un régime. Et je voulais juste m'intéresser au régime Gracie, juste pour voir, par curiosité. Mais j'ai pas spécialement de livres comme ça que je pourrais conseiller. Non. Je te déçois. Non, pas du tout. Franchement, j'avais pas d'attente. J'avais pas d'attente. J'ai lu Comment se faire des amis aussi. C'est un livre super connu. Après, le titre, pour ceux qui ne connaissent pas, le titre a l'air un peu se faire des amis. En anglais, c'est, je sais pas, je sais plus c'est comment, mais super inspirant, super bon livre, avec plein d'exemples de la vie, comment aborder les gens, comment respecter les autres, comment se faire respecter, etc. Ouais. Un livre de communication comme ça, assez basique, les gestes à faire, à ne pas faire. Si vous voulez ouvrir une académie ou si vous êtes en contact constant avec d'autres personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est un super chouette truc à lire. C'est cool. Pas très long. Non, moi, j'avais pas d'attente par rapport à ça. C'est une question que je pose à tout le monde. Je me suis dit, merde, il va me poser... j'espère qu'il ne va pas me poser cette question-là. C'est quelque chose que parce que tu sais, il y a aussi des gens qui lisent des bouquins qui sont absolument pas... tu vois, qui vont peut-être pas parler aux gens, tu vois, là, tu parlais du régime Gracie. Il y a des gens, ils lisent Harry Potter, tu vois. Pour moi, en tout cas, tu sais, des fois, il y a des bouquins qui paraissent un peu science-fiction, mais qui marquent quelqu'un, tu vois. Ouais, évidemment. Par exemple, moi, tu vas me demander un film culte qui t'a marqué, je vais te dire Matrix. Alors que pour beaucoup de gens, Matrix, c'est juste de la science-fiction, tu vois. C'est juste, tu vois, des... Mais moi, Matrix, en tout cas de ma génération, ça m'a... En plus, t'étais enfant, t'avais quoi? T'avais 12 ans, toi? 12 ans, je crois, 12 ans, ouais. Et donc, du coup, tu vois, c'est un film qui m'a... Et c'est un film que j'ai revu 8-9 fois, tu vois. Alors qu'il y a des gens d'autres générations, tu vas dire Matrix, c'est quoi ça? Pour les gamins, quoi. C'est pour les gamins. Pour moi, c'est ma génération, c'est ça. Il y a d'autres générations maintenant, ils vont te donner d'autres films, tu vois. Mais voilà, on va dire, il n'y a pas de bon et de mauvais. Ce qui est important, c'est ce qui te parle à toi. Exact. Et ce qui te fait... qui te fait... décoller, quoi. Voilà, c'est ça. Encore une fois, merci Fausto. Merci à toi, Amine. Donc, on peut te retrouver ici à Bruxelles. Ton académie, ici à Bruxelles. Mon académie, il est vers Beuil, vers le quartier universitaire de l'ULB. Ok. Sur XL, sur le boulevard Général Jacques. Ok, top. Donc voilà. Top, cool. Cool. Voilà. Studio 88. Studio 88, Jiu-Jitsu. Vous le trouvez sur Google directement. Il y a un numéro de téléphone, il y a des liens, il y a tout. Génial. Top. Top. Cool. Écoute, je vais dire comme je dis à tous les copains de Jiu-Jitsu que j'ai... J'espère que je vais venir rouler un de ces quatre avec toi. Ouais, quand tu veux. Et encore plein de succès pour ton académie. Merci. Plein de succès pour les championnats du monde qui arrivent. Dans un mois. Un mois. Bon courage à toi pour ta préparation. Je vais regarder attentivement ce qui va se passer là. Tu étais aux Européennes. J'étais deux fois aux Européennes. Mais une fois, c'était quand j'étais en Brune, tu étais là à filmer et tout. Oui, t'as vu, en fait, je faisais la préparation physique de Julia. Oui. Et moi, je me suis toujours déplacé avec les athlètes pour qui je fais la préparation physique. J'ai toujours été avec eux aux compètes. Parce qu'il y a le côté mental. Moi, je prépare beaucoup les athlètes mentalement aux compétitions, parce que ça fait partie de la préparation physique, la préparation mentale. Et donc, j'avais été avec elle. J'ai été 2 fois aux Européennes avec elle en tant que coach de préparation physique. Et elle a gagné une fois, elle a perdu une fois. J'ai été aussi à Rome, où j'ai fait avec elle les Open de Rome, Nogi, qu'elle avait gagné. Et une fois gagné, une fois perdu. Mais c'est quelque chose que j'ai fait aussi, la préparation physique de Alan, de Abdel à l'époque. Donc, c'est une chose avec laquelle je suis familier. C'est un sport que j'ai fait et c'est un sport que je comprends très bien. Et puis, ça fait 15 ans que je suis préparateur physique. Donc, c'est normal que je lie les deux ensemble, tu vois, à un moment donné. Évidemment. On va se revoir sur les tatamis, c'est sûr. Un jour. J'espère. Un jour. T'es bienvenu, quand tu veux. Merci, j'apprécie. Et j'espère, un de ces quatre, qu'on refera
une podcast avec Mika, toi, et peut-être d'autres... Avec plaisir. Hein. D'autres gars... d'autres athlètes. Des versions avec plusieurs personnes, ça peut être sympa. Ouais. Il y a des gros athlètes là. Il y a une nouvelle génération là. Il y a un petit noyau là qui vient très solide. Naïm que j'ai connu. Naïm était très solide aussi. Ceinture verte. Ouais, bien sûr, moi j'ai connu enfant, j'en ai parlé l'autre jour. Ouais, Naïm aussi très solide, qui va à Abu Dhabi maintenant. Top. Avec Florian. Top. Lui, il fait pas les Worlds. Naïm ne fait pas les Worlds. Okay. Non, il fait pas les Worlds. Ok, d'accord. Non. Ok. Eh ben, Fausto, à bientôt. Bientôt. Prends soin de toi. Sur les tatamis. Oui, d'office. Prends soin de toi. Ça va. Et à plus. À plus, merci à toi. Wow. Super, on a dépassé là.